Alors, la géothermie, deuxième partie, observation de la géothermie et son utilisation par l'homme. Alors, deux définitions à comprendre et à connaître pour démarrer. Le gradient géothermique, qui est la variation de la température en fonction de la profondeur. Il est exprimé en degrés Celsius par kilomètre. Alors, si on prend la variation de la température de la Terre en fonction de la profondeur, on observe une courbe un peu particulière. Au niveau de la lithosphère, une variation forte de la température sur une très petite épaisseur, puis au niveau du manteau, en tout cas asténosphérique et le reste du manteau, une variation de la température relativement faible pour une très grande profondeur. Alors voyons un peu. La lithosphère a une profondeur d'à peu près 150 km et on passe d'une température de 20 degrés à 1300 degrés à peu près. Je vous rappelle que 1300 degrés, c'est l'isotherme entre la lithosphère et la sténosphère. En surface, on a une température de 20 degrés. Donc le gradient géothermique moyen au sein de la lithosphère, c'est 1300 degrés la température maximale, moins 20 degrés la température minimale. Donc 1300 moins 20, divisé par l'épaisseur, donc ici 150 km. Ce qui nous donne un gradient géothermique de 8,5 degrés par kilomètre. On gagne, à chaque fois qu'on descend d'un kilomètre, on gagne 8,5 degrés en moyenne. Au-delà de ce gradient géothermique, le gradient géothermique est beaucoup plus faible, comme on va le voir. On passe en effet de 1300 degrés ici à 2000 degrés à peu près sur une épaisseur de une profondeur de 2150 km. Alors, à vous de calculer le gradient. Je vous donne la réponse pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On a un gradient de 0,33 degrés par kilomètre. Donc, grosse différence de gradient thermique entre la lithosphère et la sténosphère et le reste du monde. Deuxième définition à connaître, le flux géothermique ou flux de chaleur. C'est la quantité d'énergie évacuée par la Terre par unité de surface et par unité de temps. Ou alors on peut parler de puissance dégagée par la Terre par unité de surface, en watts par mètre carré. Alors, ce dégagement de chaleur, comme on peut le voir sur l'image de droite, se fait principalement au niveau des dorsales. Ici, par exemple, la dorsale atlantique. Ici, la dorsale du Pacifique. Ça correspond à une remontée du mot, donc remontée du manteau, et remontée de la sténosphère. Et puis, on a aussi un fort flux géothermique dans les zones volcaniques. Ici, par exemple, on a les Andes. Ici, on a le Japon, la côte du Pacifique est un endroit où le flux thermique est chaud. Alors, le flux géothermique est variable, comme on vient de le voir. Il va être fort au niveau des dorsales et des zones volcaniques. Ici, nous avons une dorsale. On voit que le flux thermique devient fort au niveau de la dorsale. Ça correspond à une remontée de la sténosphère. Et il est fort aussi dans les zones volcaniques. On a ici une zone de subduction. Je vous rappelle que dans les zones de subduction, la plaque qui rentre en subduction va hydrater les péridotites de la plaque sous-jacente. Et on a du volcanisme ici, qui entraîne forcément une augmentation du flux thermique. Il va être faible au niveau des fosses océaniques, les fosses océaniques qui correspondent à l'endroit de la subduction, de l'entrée en subduction d'une des plaques. La plaque froide s'enfonce. Et elle s'enfonce d'ailleurs parce qu'elle est froide et dense. Donc il y a un lien entre le flux géothermique et la géodynamique du globe, qu'on appelle aussi la tectonique. Alors quelques chiffres. Le flux moyen à la surface de la Terre est de 65 mW par mètre carré. Au niveau des continents, il est de 101 mW par mètre carré à la surface du plancher océanique. Ce qui nous donne en moyenne une valeur de 87 mW par mètre carré pour l'ensemble du globe. Sachant que la surface terrestre est de 510,1 gigamètres carrés, en multipliant les deux, on obtient la puissance dégagée par la Terre, qui est de 46 terawatts. Donc la puissance dégagée par la Terre, ici, par mètre carré, multiplié par la surface en mètre carré. Alors,
La puissance dégagée par la Terre est de 46 terawatts. L'énergie solaire reçue par la Terre, donc directement celle qui vient du Soleil, est de 174 000 terawatts. La puissance consommée et produite par les humains est de 15 terawatts. Donc on voit que la Terre dégage déjà, rien qu'à elle-même, 3 fois plus d'énergie que ce que produit et consomme l'humanité. Et par contre, l'énergie dégagée est 4000 fois moindre, vous voyez là le rapport entre 46 et 174, 4000 fois moindre que celle reçue par l'énergie du Soleil. Bon, si vous avez froid, il vaut donc mieux prendre un bain de soleil que vous coucher sur le sol de votre cave. Néanmoins, on peut utiliser l'énergie dégagée par la Terre pour produire de l'électricité et de l'eau chaude. Alors, quelques exemples de l'utilisation de la géothermie par l'homme. Je vais passer assez rapidement, vous les avez vus en activité. Alors, le gradient géothermique est inégalement réparti sur la planète, ce qui va permettre son exploitation par l'homme. Cette utilisation va être variable en fonction du contexte géodynamique. Et vous avez étudié 4 sites que je vais vous présenter ici rapidement. Alors, l'homme peut utiliser la géothermie très basse énergie. Très basse énergie, on va aller chercher de l'eau à faible température et à faible profondeur que nous allons réussir à réchauffer grâce notamment à des pompes à chaleur. Ça exploite de l'eau, donc on appelle des aquifères, de l'eau qui s'accumule, peu profond, de température inférieure à 30 degrés. L'énergie thermique des roches peu profondes du sous-sol est... Pardon, je bafouille, mais je vais y arriver. L'eau est réchauffée dans ces cas-là uniquement par le gradient thermique moyen à la surface du globe. On peut l'exploiter partout en France. On a ensuite l'énergie basse énergie, où là on va aller chercher de l'eau un peu plus profondément, avec de l'eau légèrement plus chaude. Alors, elle utilise cette fois-ci des aquifères de 30 à 100 degrés, localisés dans les bassins sédimentaires, les anciens bassins sédimentaires, comme par exemple le bassin parisien. La chaleur peut être directement utilisée pour le chauffage, et ça c'est intéressant, on n'a pas besoin d'apporter d'énergie supplémentaire. Elle peut être exploitée partout en France, s'il y a un bassin sédimentaire. Voilà l'exemple du bassin parisien. Donc il y a des zones où on va pomper l'eau, situées entre environ 500 et 2000 mètres de profondeur. On va exploiter l'eau qui s'est accumulée dans certaines couches des bassins sédimentaires. Par exemple, dans des sables, l'eau va pouvoir s'accumuler entre les grains de sable et donc se réchauffer. L'eau est accumulée dans les couches sédimentaires et chauffée par le gradient thermique naturel. Autour de Paris, on va chercher l'eau dans les couches datant du Jurassique et du Crétacé. Donc il y a environ entre 65 millions d'années et 200 millions d'années. Enfin, la géothermie de moyenne et haute énergie, là on va aller chercher de l'eau à grande profondeur qui s'est accumulée dans des failles et dans des zones particulières où on est à proximité d'un magma en général. Alors l'eau peut monter dans ces zones à plus de 250 degrés. Elle permet de produire donc de l'électricité puisqu'à cette température la pression va être élevée. On va pouvoir faire tourner des turbines. Ça nécessite la présence de failles pour que les fluides puissent s'accumuler et puissent circuler. C'est exploité notamment dans les zones de subduction, comme vous l'avez vu à Bouillante, avec un volcanisme qui permet d'avoir la proximité d'un magma. Mais aussi dans les zones d'extension, les zones de rifting, où là, c'est la remontée du Moho et de la sténosphère qui va chauffer les roches et donc l'eau qui s'y accumule. Vous voyez ici le gradient thermique que vous avez produit sur Excel selon les lieux où vous étiez. On voit qu'en Île-de-France, à Paris, le gradient géothermique est faible. Je vous rappelle que c'est le coefficient directeur de cette droite. Il est de 22 degrés par kilomètre. Dans les zones avec des mécanismes tectoniques un peu plus importants, comme les zones de subduction, les zones de rifting, le gradient géothermique va être plus élevé. Par exemple, en Alsace, dans le fossé rhénan, donc on a une zone de rifting, d'écartement, et une remontée de
l'asténosphère. Là, le gradient géothermique est de 87,6 degrés Celsius. À bouillante, on a un gradient thermique de 114 degrés. On est dans une zone de subduction. Et enfin, en Islande, on a un gradient thermique de 108 degrés avec des eaux par contre qui sont à plus forte température. L'Islande étant une zone privilégiée puisqu'elle se situe à la fois sur une dorsale océanique, on a donc remontée de magma, et en plus sur une zone de point chaud, donc un magma très profond qui remonte. Donc si on voulait corriger le tableau que vous aviez à compléter, la température de l'eau à Paris est en moyenne de 34,5 degrés, gradient géothermique de 22 degrés par kilomètre. C'est un bassin sédimentaire. L'origine de la chaleur est le gradient thermique naturel, donc l'augmentation de la température en fonction de la profondeur. L'eau est stockée dans des roches sédimentaires perméables, qui peuvent accumuler de l'eau, comme le calcaire ou les grès. Et l'utilisation de cette eau chaude par les hommes sert à la climatisation, le chauffage des habitats, des serres, des fontaines et des piscines. Au niveau du fossé rhénan, donc en Alsace, la température de l'eau est de 116,1 degrés, gradient géothermique 87,6 degrés. On est sur une zone de rifting, donc remontée du Meaux et de la sténosphère. Le lieu de stockage est un réseau de failles et on peut l'utiliser, cette eau chaude, pour produire de l'électricité. En Islande, l'eau peut monter à 326 degrés. Le gradient géothermique est de 108 degrés par kilomètre. On est sur une dorsale océanique. L'origine du flux de chaleur est le volcanisme, un magma qui est proche. L'eau est stockée dans un réseau de failles et on peut produire de l'électricité. Enfin, à bouillante, la température de l'eau est de 262 degrés avec un fort gradient géothermique de 114 degrés par kilomètre. Là, on se situe sur une zone de subduction, donc on a un magma qui est proche et du volcanisme. Le lieu de stockage est un réseau de failles et l'homme peut utiliser cette eau chaude pour produire de l'électricité. En conclusion, pour utiliser l'énergie géothermique, il faut trouver de l'eau chaude en grande quantité, accessible facilement. Il ne faut pas qu'elle soit trop profonde. Elle peut être accumulée dans les sédiments comme les grès, les sables ou les calcaires, dans des réseaux de failles. Si la température est inférieure à 100 degrés, on va simplement produire de l'eau chaude pour chauffer des piscines ou du chauffage, ce qui est déjà intéressant. Si la température est plus élevée, on va pouvoir produire de l'électricité puisque de l'eau bouillante produit de la vapeur, permet de faire tourner des turbines. L'énergie mécanique est convertie en énergie électrique. En bilan, la température croît avec la profondeur. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Un flux thermique atteint la surface en provenance de la profondeur de la Terre. Le gradient et le flux varient selon les contextes géodynamiques, si on a un rift, une dorsale, une subduction, etc. L'énergie géothermique utilisable par l'homme est donc variable d'un endroit à l'autre du globe. Tout le monde ne pourra pas facilement exploiter cette énergie géothermique. Il existe plusieurs types de géothermie, comme on a vu, utilisables en fonction du gradient, de la température et de la profondeur des différentes sources. Actuellement, le prélèvement que l'homme fait de cette énergie géothermique ne représente qu'une infime partie de tout ce qui est dissipé par la Terre, tout ce qui est perdu. Et donc il y a un gros potentiel, a priori, d'utilisation de l'énergie géothermique dans le futur.